Effectivement, il y a deux candidats qui se sont dégagés, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, sur pas mal de questions, notamment pas que climatiques, mais aussi sociales, parce que souvent le problème est aussi social. Le fait est que je pense que notre génération, on se rend un peu compte que on va subir, on commence déjà à subir tous les problèmes du dérèglement climatique et également tout ce qui est en dehors des problèmes climatiques, mais quand même lié indirectement à ça. On se rend bien compte qu'il y a quelques candidats qui ont des mesures un peu plus fortes que d'autres, donc on s'est penché là-dessus. J'aurais pas la prétention de définir comment les gens de mon âge vont voter. Après, globalement, je pense que le fait d'avoir un peu une sorte de chance quelque part d'avoir ces questions-là mis au goût du jour et sont un peu portées plus que par certains autres candidats qui ont des questions complètement absurdes par rapport aux problèmes moi que je traite tous les jours. Ça me défrise un peu. Être au pouvoir et rester au pouvoir et être élu. Donc finalement, voilà. Et on a envie de donner plus la parole et d'encourager plus. Et les gens, comme toi tu fais, tu vois, rien que de faire de l'éducation via l'infographie, forcément plus d'impact. De toute façon, c'est clair et net qu'il ne faut pas attendre des politiques qu'ils fassent quelque chose. Là, ça ne sert absolument à rien tant que la politique, elle reflète juste entre guillemets la société. Nous, on a déjà eu des politiques qui peuvent sortir de fresques ou quoi et qui vont te dire de toute façon, moi je suis d'accord avec vous, mais si je veux faire passer ce genre de mesures, les gens seront pas d'accord et vont manifester, etc. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois Sidney Thomas, 23 ans, et infographiste pour Bon Pote. Nous avons parlé évidemment de climat, comment la nouvelle génération s'est emparée du sujet, leur frustration par rapport à l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu. Voilà, ça va être un sujet passionnant. Et vous allez sentir l'énergie de Sidney et son envie de révolutionner la communication sur le sujet de la crise climatique. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage toujours à le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à laisser un commentaire. Voilà, je vous laisse en compagnie de Sidney pour ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs. Bonjour Sidney. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, un peu malade mais très bien. Bon, écoute, c'est la période. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Ouais, alors je m'appelle Sidney Thomas, je suis ingénieur, j'ai 23 ans. Et je suis en pleine reconversion climat pour rendre le monde meilleur. Ah ouais, d'accord, ok. Explique-nous alors, qu'est-ce que c'est la reconversion climat justement ? En fait, très simplement, j'ai été diplômé récemment de mon école d'ingénieur, l'ENSAR Matmeka à Bordeaux, en électronique. Et en fait, je me suis rendu compte que avec les problèmes un peu actuels, j'ai un peu une prise de conscience. Et j'ai voulu changer les choses d'abord dans mon école, et finalement je me suis rendu compte que ça allait pas assez loin, donc j'ai voulu carrément un peu me reconvertir. Et là j'ai profité de cette année pour prendre un peu une césure et changer un peu, apprendre un peu sur le sujet. Enfin, continuer on va dire, et reprendre l'année prochaine un master spécialisé en climat pour pouvoir me réorienter et après continuer. Je sais pas encore si je continuerai en thèse ou si je travaillerai directement parce que il faut travailler un jour. Ok, et voilà. Aujourd'hui, en fait, ce qui avait attiré ton profil, c'était tu es la personne qui réalise les infographies pour Bon Pote, c'est ça ? Ouais, exactement. En fait, je travaille avec lui depuis, ça fait un tout petit peu plus d'1 an là maintenant.
un peu par hasard, où je l'avais contacté par les réseaux sociaux pour lui proposer de réaliser un peu des infographies de ce que je voyais sur Instagram. Ça, je trouvais les articles hyper intéressants, mais je me rendais compte que moi, dans mon entourage, j'en avais déjà envoyé et les gens ne les lisaient pas forcément. Et je me suis dit, ce serait bien d'avoir quelque chose de plus clair, de plus condensé, mais enfin, c'était pas du tout mon métier, je faisais pas du tout d'infographie. Et j'ai tenté quelque chose en rentrant de mon stage. Je lui ai envoyé, il m'a dit, ah bah ouais, je trouve ça super, bah, si t'as le temps et tout, moi, ça m'intéresse. Et en fait, bah, petit à petit, j'ai continué un peu avec lui, donc j'essaie de synthétiser un peu ses articles. Il me faisait des retours et en fait, ça a plutôt bien marché, donc j'ai continué. Et là, bah, je suis un peu plus pro, on va dire. Je me suis un peu amélioré, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, mais je suis pas graphiste de profession, donc j'ai pas le niveau d'un graphiste, mais finalement, j'ai quand même pas mal évolué sur le sujet. Et ça a été, ma foi, super intéressant de comprendre, en dehors du graphisme, la façon dont on analyse tout ce qui est data, tout ce qui est comment arriver à faire percevoir une information à un auditoire. Et je me suis rendu compte que vis-à-vis de nous, de mon parcours d'ingénieur, c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas. On parle en fait de technique à technique, mais c'est vrai que ben, en fait cette partie de arriver à faire comprendre des choses techniques à un auditoire qui est ben, enfin, normal, de personnes qui ne sont pas du tout du milieu, même si elles sont techniques mais pas forcément du milieu, ben, c'est hyper important. Je m'en étais un peu rendu compte dans mon stage et ben, là je m'en suis rendu compte encore plus. Donc j'essaye de vulgariser un maximum toutes les infos, mais c'est un peu difficile parce que moi-même, j'ai tendance à comprendre des choses qui me paraissent évidentes à force de baigner dedans toute la journée. Et je me rends compte que pour certaines personnes, même les infographies sont pas forcément toujours les plus claires. Donc, bah, j'essaye de toujours m'améliorer un peu dans ce sens-là, quoi. Et du coup, tu en as parlé un petit peu, mais ta formation d'ingénieur à la base, ça t'aide à retranscrire à simplifier, à vulgariser ces données justement. Et c'est ce qui manquait peut-être c'est ce qui manquait peut-être à la personne qui a fondé Bonpod justement, qui est plus sur une communication market, non? Enfin, j'en sais pas, hein, je Ouais, connais pas son parcours, mais justement, est-ce que toi, ton approche un peu d'ingénieur a amené un plus je sais pas, parce justement qu'il à ce... est déjà très très calé sur le sujet. Honnêtement, Ouais. je suis toujours impressionné de voir le parcours qu'il a. Après, moi-même, j'ai pas tous les détails, mais enfin, je vois qu'il y a eu quand même un shift énorme, même par rapport à des gens qui sortent d'école d'ingé. Enfin, je veux dire, c'est sans commune mesure. Après, on n'a pas du tout on n'a pas le même âge, etc. Donc, il a quand même toute une expérience derrière. Je vois quand même que c'est intéressant d'avoir un parcours ingénieur sur le sujet, et ça se retrouve quand même beaucoup sur des gens. Enfin, en ce moment, le parcours ingénieur qui a un peu le déclic, qui est en shift, c'est juste hallucinant le nombre de personnes qui sont dans cet état. Donc, enfin, même moi, dans mon école, quand je suis arrivé dans mon école, c'était pas du tout un sujet dont on parlait, et aujourd'hui, enfin, j'ai fait monter le sujet et c'est devenu de plus en plus important pour beaucoup d'élèves, quoi. Qu'est-ce que tu entends par un shift? Ben, en fait, je vois beaucoup de gens qui ont un peu ce déclic. Je saurais pas exactement l'expliquer. J'avais lu c'était le mémoire, je crois, de Antoine Bouzin, qui était un ancien ingénieur qui a fait un mémoire sur les ingénieurs en sociologie. En fait, il a repris des études en sociaux, je crois. Alors, je veux pas trop m'avancer, hein, mais ce qui était hyper intéressant sur les ingénieurs qui devenaient engagés sur les enjeux climat. Et moi, de mon ressenti, des gens que j'ai autour de moi, c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Typiquement, dans tout ce qui est autour du Shift Project, c'est quelque chose qui a Mhm. explosé ces dernières années et qui sont en majorité, enfin, il doit y avoir 50%, c'est des ingénieurs, enfin, au niveau des shifters. Au niveau de la fresque du climat, c'est pareil, j'en vois tous les jours qui sont. Beaucoup sont ingénieurs ou étaient d'anciens consultants, etc., mais ils ont une formation plutôt technique ingénieur, même si ça se diversifie quand même pas mal, ce qui est quand même très intéressant parce que on a un peu une façon de penser, je dirais, en tant qu'ingénieur qui peut être problématique à un certain point pour vulgariser. Mais ouais, je sens qu'il y a quand même un gros shift là-dessus sur le D'accord. fait qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs qui ont une espèce de prise de conscience d'un coup. Alors, je pense que ça passe beaucoup
enfin beaucoup en général, c'est les vidéos de Jean Covici qui ont un peu fait ce déclic parce que c'est un ancien ingénieur et il arrive à parler aux ingénieurs en des termes qui arrivent à faire ce déclic. Après, on a, je pense, tous un cheminement personnel qui nous amène à développer notre pensée, mais de mon point de vue, c'est un peu empirique, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a un gros impact là-dessus. Et maintenant, de plus en plus, bons potes aussi à cet impact. J'ai rencontré beaucoup de gens qui, de la même façon, ont découvert le sujet un peu là-dessus et avec euh, des infographies ou des articles et sont devenus de plus en plus présents sur le sujet, à se remettre en question, en fait, à se dire, mais en fait, Ok. effectivement, il y a un problème. Ok. Et par rapport à ça, justement, donc toi, tu as décidé de rejoindre plutôt du côté des créateurs de contenu. On en a interviewé quelques-uns sur le podcast. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans le podcast, c'est justement par rapport à ce sujet climat, redonner la parole aux ingénieurs, parce qu'on entend beaucoup dans les médias, etc. Beaucoup de gens parler, s'exprimer sur le sujet, et c'est parfois, on est un peu éloigné de la partie justement un peu technique du sujet. Donc, on a eu le réveilleur, on a eu Maxence Cordier. On a toi aujourd'hui, mais toi, tu es parti dans la partie plutôt création de contenu pour, pour supporter justement l'éducation des gens par rapport au sujet. Est-ce que justement dans ton entourage d'ingénieurs, dans les écoles, ce qu'on attend aussi des ingénieurs, c'est qu'ils participent à la transformation technologique, à la transformation technique, qu'ils apportent leur savoir-faire justement dans tous les domaines de la société, au niveau industriel, etc. Enfin, plein de choses, pas seulement d'alerter et de créer du contenu, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce Ouais. que tu sens un peu aussi dans les gens qui t'entourent, au niveau de l'école d'ingénieur, etc., que les gens se disent, OK, je peux participer à ça, mais en tant qu'ingénieur, tu vois, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'ingénieur de 40 ans, c'est de me dire, OK, j'espère que la nouvelle génération vont apporter des solutions concrètes, parce qu'en parler, c'est bien, mais apporter des solutions concrètes, à un moment donné, tu sais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que Ouais. tu sens un peu cet engouement aussi, cet esprit d'ingénierie qui participe un peu à cette révolution-là? Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense que c'est un peu faut avancer par étapes. Là, aujourd'hui, on est sur une étape d'apprentissage parce qu'on part un peu de zéro sur pas mal de sujets pour les ingénieurs. Moi, je prends mon exemple dans mon école. En fait, on parlait pas du tout du sujet. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un ou deux cours où il y a des enseignants qui étaient un peu sensibilisés au sujet et qui essayaient de l'introduire. Mais ça reste une école qui était très technique, qui était tournée vers la technique et qui est plutôt à présenter, si on voulait présenter de l'écologie, à dire, de toute façon, la technique, c'est ce qu'il y a de mieux, ça va nous sauver, etc. Aujourd'hui, je pense que introduire dans un premier temps de l'information autour du climat, etc., c'est juste la base, en fait. C'est la première chose à faire. Moi, je me rends compte, je me suis tourné aussi là-dedans parce que j'ai toujours eu un peu une appétence pour expliquer aux gens, pour vulgariser, etc. Donc, je me suis dit que c'était un peu une évidence de continuer là-dessus. Moi, j'adore les articles que fait mon pote, donc je me suis dit, juste c'était une évidence de pouvoir l'aider. Ça m'a fait développer de nouvelles compétences et je me suis rendu compte que c'était utile d'avoir pas que de la technique. Mais je suis d'accord sur le fait que on attend aussi des ingénieurs. Alors, pour répondre à la première partie de ta question, sur le fait qu'on les entend moins intervenir, je pense que c'est tout à fait vrai. Et c'est un gros problème aujourd'hui. On n'intervient pas assez, notamment par exemple à la télé ou à la radio. Ça commence à venir, mais je crois que c'est Étienne Klein qui avait dit qu'on entendait quasiment les ingénieurs, on les entendait jamais à la télé, les scientifiques, et notamment les ingénieurs, alors qu'on en aurait besoin pour éclairer un peu le débat. Et je trouve que c'est un des gros problèmes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opinions qui sont débattues à la télé, mais pas vraiment de faits. Il y a de plus en plus d'activistes, de mouvements, etc., qui se montent pour mener ce genre de combat. C'est très long, et parfois c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression de pas avancer. Mais moi, depuis quelques années, je vois qu'il y a quand même un changement à ce niveau-là. C'est léger, mais ça reste... j'ai l'impression que les choses quand même commencent à bouger un peu. Concernant l'école en tant que telle, effectivement, nous, pour donner l'exemple de mon école, on est parti où on n'avait rien du tout. Aujourd'hui, tous les élèves, tous les premières années ont une fresque du climat obligatoire, plus une vingtaine d'heures de cours sur le climat. Alors là, c'est la première année où ça a été monté, j'ai eu quelques retours.
Il faut peut-être faire des améliorations, etc. Mais en fait, les étudiants se rendent pas compte que les connaissances qu'on leur donne aujourd'hui sont vitales. Le problème que j'ai en fait au niveau des écoles d'ingé, je pense que c'est tout le récit autour de technosolutionnisme. Enfin, je l'avais pleinement moi quand j'étais en école d'ingé, où j'imaginais que de toute façon on allait résoudre le problème facilement, etc. Et c'est en gagnant en compétences, en connaissances, en écoutant de diverses personnes qui sont d'ailleurs pas forcément techniques, que je me suis rendu compte que parfois le plus simple, c'était par exemple de pas faire quelque chose. Et ça, même moi, j'ai encore parfois du mal à l'entendre. Je sais que c'est difficile pour un ingénieur parce que je pense qu'on a un peu au fond de nous l'impression de ne plus servir à rien, du fait qu'on nous dise, bah, si vous avez, enfin, si en fait le mieux c'est de ne rien faire, bah, on se dit c'est hyper compliqué. Pourtant, il faut voir un peu les choses différemment. C'est plus de se dire, il faut juste prendre en compte, au lieu de prendre en compte les coûts, etc., bah, il faut prendre en compte le fait que il y a des limites planétaires et qu'on doit pas enfin, on doit essayer de pas les dépasser, ou arrêter de les dépasser en tout cas. Et c'est là où bah, il y a un intérêt à ce que les ingénieurs soient formés au moins sur une base là-dessus, pour ensuite pouvoir changer la façon dont on travaille. C'est un changement de paradigme total dans les écoles d'ingénieurs. C'est difficile parce que on a des enseignants qui nous expliquent ça, qui sont formés qui sont pas formés non plus à ça. Et c'est compliqué pour tout le monde en fait. Donc c'est un changement qui va être radical, qui va être compliqué, mais je pense nécessaire. Et ceux qui arriveront à faire ce changement en premier gagneront énormément, en tout cas en termes d'éducation. Qu'est-ce que c'est intéressant ce que tu dis et j'adore, mais je reviens un petit peu en arrière parce que tout le monde n'est pas forcément au même niveau de connaissance que nous. Qu'est-ce que la fresque pour le climat dont tu parles depuis Oui. tout à l'heure? Ah oui, effectivement, désolé. Non, mais je me mets un peu dans les pieds parce qu'on me reproche souvent de Ouais, ouais, c'est vrai. tes épisodes sont intéressants, mais tu t'arrêtes jamais pour donner des explications sur certains mots, etc. Donc là, C'est j'essaie vrai, de faire ça bien. j'ai un peu l'habitude à force, et du coup, je fais plus attention. À force d'en parler à mon entourage toute la journée. La Fresque du Climat, c'est une association qui vise à vulgariser les rapports du GIEC de façon un peu, comment dire, un peu ludique. Donc, c'est un atelier d'environ 3 heures qui est destiné à tout le monde. En fait, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances. Et qui vise à vulgariser donc les rapports du GIEC, qui sont le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour tout le monde en fait. Le but, c'est que vous sortiez de là en ayant des bases sur le climat, peu importe d'où vous venez, et peu importe les connaissances que vous avez au début, sachant que maintenant c'est développé aussi pour les écoles, c'est développé aussi pour tout ce qui est mandat climat, qui va être dédié plutôt aux politiques, donc maires, collectivités, etc., aux entreprises qui commencent de plus en plus à nous solliciter au niveau de l'association, donc avec une partie potentiellement pro pour faire un atelier comme il y en a qui l'utilisent en termes de team building ou juste de formation en tant que tel pour comprendre un peu mieux les enjeux. Et maintenant, il y a plein d'ateliers de plus précis de type fresque. Donc je vous invite vivement à aller la faire si vous ne connaissez pas. Vous pouvez même la réaliser en ligne si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer. Et qui sont sur des sujets un peu plus pointus. Donc il y a de plus en plus de ce type d'ateliers qui existent, et je trouve que c'est un moyen un peu merveilleux pour apprendre et vulgariser le sujet à un maximum de personnes aujourd'hui. Enfin, ça me semble être nécessaire et la base. C'est pas une condition suffisante pour sauver la planète, mais ça me paraît nécessaire pour avoir un minimum de base pour qu'on puisse tous discuter de la même chose, quoi. Ah bah, là-dessus, je te rejoins. Je pense que, enfin moi, mon point de vue sur le sujet, c'est que les gens sont pas assez éduqués, mais c'est pas de leur faute. Je pense qu'en fait, à force de faire du sensationnel et de l'apocalyptique, bah, on fait peur aux gens et on le voit bien. La moindre mesure qui n'est pas expliquée ou qui est distribuée à des gens qui n'ont pas conscience de ce qui se passe, ça crée des phénomènes sociétaux assez violents. Et d'ailleurs, j'en viens à une partie un peu politique du sujet. J'ai été très surpris de voir au premier tour des élections, les tranches d'âge, comment les tranches d'âge ont voté, justement.
Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu un gros apport de voix de gens, de jeunes motivés par la question climatique et qui se sont rangés derrière ce candidat-là pour des raisons que j'ignore. Peut-être que toi, tu peux me donner des éléments. Peut-être parce que toi, tu connais un peu aussi les... Je sais que le Shift avait sorti Ouais. un compte-rendu par rapport au programme des candidats qui avait classé le programme de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot en tête Ouais. ou au moins en adéquation avec les objectifs climatiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, déjà sur le sujet de l'évaluation du Shift, très rapidement, et puis je ne sais pas, toi, en tant que Ouais. représentant de cette classe d'âge-là, est-ce que tu t'es senti aussi concerné? Est-ce que ça a influencé ton vote, sans nous dire pour qui tu as voté? On va respecter le secret des urnes. Mais, Pas de souci. Au niveau du shift, alors moi je préfère me je me désolidarise un peu de ça parce que j'ai pas travaillé sur le sujet ni rien, donc ça ouais, n'engage ouais. un peu Non, que moi. juste high level, évidemment, parce Oui, oui, que c'est un je sujet. préfère le préciser, Ouais, que ce ouais, soit clair. bien entendu. J'ai pas travaillé dessus, mais effectivement, ce qui est ressorti, en fait, c'est qu'il y a aucun politique qui était à 100% en accord sur tout ce qu'il fallait faire, et on va dire que personne n'était vraiment 100% à la hauteur. Effectivement, il y a deux candidats qui se sont dégagés, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, sur pas mal de questions, notamment pas que climatiques, mais aussi sociales, parce que souvent le problème est aussi social. Euh, le fait est que je pense que notre génération, on se rend un peu compte que on va subir, enfin, on commence déjà à subir tous les problèmes du dérèglement climatique, et également enfin, tout ce qui est en dehors des problèmes climatiques, mais quand même lié indirectement à ça. Euh, on se rend bien compte qu'il y a quelques candidats qui ont des mesures un peu plus fortes que d'autres, donc on s'est penché là-dessus. J'aurais pas la prétention de définir comment les gens de mon âge vont voter. Après, globalement, je pense que le fait d'avoir un peu une sorte de chance quelque part d'avoir ces questions-là mis au goût du jour, et sont un peu portés plus que par certains autres candidats qui ont des questions complètement absurdes par rapport aux problèmes, moi, que je traite tous les jours. Ça me défrise un peu d'en Tu as parler un tous les exemple, tu as jours. des exemples concrets, non, sans citer de nom de personnes, mais des exemples concrets de sujets, comment ils sont traités par rapport à ce que toi, avec ta vision, ta Bah, connaissance du sujet, disons que des qui sont aux anti. quand je vois qu'on parle, je sais pas, d'immigration, alors qu'en fait, il y a des problèmes, enfin, c'est un non-problème, et en plus de ça, on pourrait, enfin, on a vu qu'il y avait 1 ou 2 du débat médiatique qui était posté sur le problème du climat. Ah oui, ça, oui, oui. Et pas du tout normal, en fait. Enfin, c'est comme, en fait, les gens ne se rendent pas compte, et les politiques globalement, que le Covid, c'était juste un apéro par rapport à ce qui va se passer avec le climat. Et pourtant, quand on a l'impression qu'il faut être toujours dos au mur, et plus pouvoir rien faire pour pouvoir vraiment en parler. Donc aujourd'hui, ben, ça va être un peu on répète un peu toujours l'histoire. On parlait pendant le Covid du monde d'après. On voit que ça change pas beaucoup. Et bah, ces problématiques-là ne sont pas du tout dans le débat public. Donc tous ceux qui n'ont pas accès à une information, qui n'ont pas la capacité, je sais pas, d'aller sur Internet, d'avoir certains réseaux, parce que faut pas se le cacher, c'est quand même un privilège de pouvoir faire tout ça, de pouvoir s'y intéresser, d'avoir des gens qui nous en ont parlé, etc. Ben, on reste un peu ignorant, alors sans être sans que ce soit connoté négativement, mais on n'a pas accès à cette information-là. Et donc, je pense qu'au niveau politique, ça se ressent aussi. Donc, tous les jeunes qui sont de plus en plus engagés parce qu'ils ont accès de plus en plus à cette information, c'est lié, c'est lié Mais à ça. et je te rejoins, on a senti à la fin du premier tour, une frustration sur les réseaux. Moi, j'étais surpris des réactions de beaucoup de freelance sur LinkedIn, de jeunes, sur Twitter. On a senti une grosse frustration de ne pas avoir des projets portés au deuxième tour. Mais moi, avec un petit peu de recul, enfin mon point de vue qui diffère un petit peu de ça, je me suis dit, au-delà des projets, il y a des personnes qui représentent ces projets. Et ces personnes-là, dans leur vécu politique, moi, personnellement, ne m'attiraient en rien du tout. Est-ce que
Enfin, tu vois, est-ce que à un moment donné, on n'a pas l'impression que certains politiques n'ont pas utilisé la cause climatique pour pousser leurs projets? Ben, en fait, Attention, tu vois, je veux dire, à un moment donné, les gens. Enfin, moi, je m'en cache pas, tu vois. Aujourd'hui, pour rien au monde, j'aurais vanté Jean-Luc Mélenchon parce que la personne politique qu'il représente, pour moi, n'aurait rien eu de bénéfique pour la cause climatique. Mon point de vue, c'est aujourd'hui, j'attends toujours que quelqu'un, et je pose la question à plusieurs personnes, qu'est-ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon pour le climat depuis 50 ans? À part écrire des mots dans un programme, tu vois. c'est effectivement compliqué de répondre à cette question. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, enfin, je sais même pas s'il y a une question derrière ça, mais comment tu sens, oui, voilà, comment toi t'appréhendes le danger aussi de la manipulation politique de ce sujet-là, qui tient à cœur et beaucoup à cœur pour une génération pour une génération comme la vôtre. Tu vois, la manipulation, elle est possible, elle est Ouais. tentante. Tu vois, les gens, enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, sous ses airs de gentilhomme, il utilise les statistiques, il utilise les sondages, il utilise tout ça pour savoir quels sont les sujets qui vont le porter, lui, politiquement, tu vois. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas enfin, je suis pas encarté ni rien, donc je n'aurais pas la prétention de soutenir qui que ce soit. Je te dis pas Mais toi personnellement, hein. oui, Là, non, on est en train d'échanger, ouais. je comprends bien. C'est juste que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de d'aller sur ces questions-là. Aujourd'hui, je pense que l'urgence, elle est plus importante que ça. Aujourd'hui, on serait à se poser la question entre, je sais pas, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Le problème, il serait autre. Mais on n'a pas le privilège de se dire. Mhm. En fait, la politique derrière, c'est pas juste un jeu en se disant, bah, on va voter pour telle personne ou telle personne. En fait, il y a des gens derrière, il y a des morts, en fait. Enfin, c'est littéralement une question de vie ou de mort pour certaines personnes, et notamment pour les générations futures. Donc aujourd'hui, se poser ce genre de questions, alors qu'on a, par exemple, des candidats qui sont capables de porter un discours, alors qui est clairement pas parfait. J'ai beaucoup de réticence vis-à-vis de pas mal enfin, d'arguments plus ou moins scientifiques, etc., étayés de la part de quasiment tous les candidats. Mais en fait, je pense que la question se pose pas vraiment. Aujourd'hui, on doit aller vers ce qui nous semble le plus probable de faire changer les choses. Même si c'est pas parfait, en fait, on n'a pas la possibilité de se poser la question est-ce que ça c'est parfait ou est-ce que ça c'est pas un petit peu mieux, etc. En fait, là, on est en train de se poser, enfin, ce genre de questions qu'on se pose, ça nous mène à nous dire, bah, en fait, on n'a plus rien du tout. C'est-à-dire que là, on va choisir entre bah, Macron et Le Pen, donc c'est pas. Enfin, du coup, on a éliminé un choix qui aurait pu être un peu mieux parce qu'il n'était pas parfait. Et ça, c'est quelque chose qui existe aussi dans à peu près tout ce qu'on voit dans toutes les questions au niveau du climat. Où dès qu'on propose des solutions, à partir du moment où elles sont pas parfaites, on va pas plein de gens ne sont pas prêts à les prendre en compte parce qu'elles ne sont pas parfaites. Qu'est-ce que justement on reproche, toi qui connais un peu plus les solutions concrètes qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement actuel? Tu vois, enfin, pour l'instant, il y a eu la crise Covid. Hmm. Il y a une urgence climatique, hein, je ne remets pas ça en question. Ouais. Il y a eu la crise Covid depuis 2 ans quand même, qui a un peu balayé tout sur son passage. Qu'est-ce qu'on reproche justement quand on connaît les choses, quand on a une idée peut-être des actions urgentes à mener? Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au gouvernement actuel? Justement, amenons le débat climatique sur la table aujourd'hui, on a été privé de ce débat-là. Et là-dessus, je te rejoins à 100%. Je pense qu'on aurait dû, la société aurait mérité vraiment une autre campagne une présidentielle. Je suis complètement d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher aujourd'hui concrètement au niveau du manque d'action au gouvernement actuel pour prendre des choses concrètes, tu vois, pour voir. Ben, en fait, Parce je que moi, pense que le gros problème, enfin, ce qu'on va reprocher, c'est que il y a beaucoup de paroles qui sont mises en disant on va faire ci, on va faire ça. ouais, C'est quelque chose qui est très important. En fait, il y a beaucoup de com et tout ce qui est mis dans la com pourrait être mis ailleurs pour agir réellement. ok. Aujourd'hui, en fait, le gros problème, c'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire que on va dire on va faire une petite action et en fait, il faudrait des actions monumentales derrière. Des actions qu'on prenait il y a un moment qui étaient par exemple réduire de 130 à 110 km/h la vitesse sur l'autoroute.
quelque chose qui était, enfin, pour les politiques, c'était pas du tout possible. De toute façon, les gens allaient râler, etc. Alors que bon, finalement, on a réussi à confiner tout le monde pendant plusieurs mois. Quand il faut faire les Bien choses, sûr. on est capable de les faire. Cette mesure-là, on disait, bah voilà, c'est quelque chose qui serait à minima, enfin, c'est même pas une question qui devrait se poser, c'est quelque chose qui devrait être une évidence. Et Bien sûr. pourtant, c'est quelque chose qui est pas du tout fait. On nous dit de faire attention à plein de choses, alors que récemment, avec ce qui s'est passé en Russie, on a l'IAE qui est une agence qui gère en gros, enfin, l'énergie au niveau mondial, qui est pas spécialement Amish compatible, et qui a donné une de ces mesures comme étant nécessaire pour arrêter notamment de dépendre du gaz russe. Mais en fait, il y a plein de choses qui étaient données par des militants, enfin, même des scientifiques. Enfin, je veux dire, c'est dans les rapports du GIEC, etc., des choses qui sont demandées, typiquement de réduire drastiquement la consommation de viande, euh, de se mettre à des transports, à des mobilités plus souples. Mais en fait, c'est des choses qui devraient être évidentes et dont on devrait discuter comment on le fait et pas est-ce qu'on le fait. Et c'est ça qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement, c'est de dire Mais le gouvernement, c'est pas les gens. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas le gouvernement qui dit. Le gouvernement dit on va mettre 80 sur la nationale. Et tu as vu la réaction que ça a eu. Tu as vu la réaction des gens. Quand on dit on va augmenter les taxes sur l'essence, tu as vu la réaction des gens. Et d'ailleurs, Mélenchon, pour rebondir sur ce qu'il disait, moi, ce qui m'a un petit peu surpris il dit finalement, je vais plafonner le prix de l'essence, complètement à contre-courant d'un programme de sortie des énergies fossiles, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas le gouvernement qui dit on veut pas rouler à 110, ce sont les gens au bout d'un moment. La crise des gilets jaunes, ce sont les gens, c'est parce qu'on n'a pas expliqué la taxe carbone, tu vois. Moi, à un moment donné, sans me faire l'avocat du diable, c'est ma thèse à moi, c'est que sans éducation, on n'ira nulle part. C'est-à-dire que demain, les actions qu'il faut prendre, si tu les mets sur la table aujourd'hui, si tu dis aux gens, vous devez faire ça pour sauver le climat, on peut dire ça, ou à réduire l'aggravation climatique, les gens vont pas adhérer à ça. Tu vois ce que je veux dire? Les vraies solutions, les gens vont pas y adhérer. Et ma question, c'est comment on fait? Parce qu'il faut rouler moins vite, il faut pas manger de viande, il faut plus prendre sa voiture. Et les gens sont pas prêts à ça. Tu vois? Et c'est les gens, c'est pas 10 ministres qui vont changer le... Alors après, on revient peut-être à la question sociétale, ce que tu disais, et les flux financiers pour aider les gens, etc. Mais je te laisse répondre à ça. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, on a vu que avec la Convention citoyenne, qui pour le coup a été un bon... Enfin, pour moi, était une bonne idée et a montré que en prenant 150 personnes, pas au pif, mais un petit peu qui représentent la société, et qui pour certains et certaines n'étaient pas du tout sur ces enjeux-là, voire étaient un peu contre certaines mesures, ont changé effectivement à partir du moment où on leur a expliqué tout bien. Donc je te rejoins sur le fait qu'il faut, alors je dirais pas éduquer, plus informer, en tout cas, à partir du moment où tu fais une mesure, il faut prendre en compte la dimension sociale que ça a, et mettre les mesures, mettre des mesures concrètes, mais les gens sont capables les gens sont tout à fait capables de savoir ça, de le comprendre, et de faire des efforts. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on leur demande de faire des efforts qui sont parfois pour eux hyper complexes. Parce que si tu demandes du jour au lendemain aux gens d'arrêter la voiture, mais que tu n'as mis aucune infrastructure en place, c'est très compliqué. Donc derrière, on demande à ce que il y ait une réflexion sur ce qui va être mis en place, des aides pour les personnes les plus précaires, parce que ça reste quand même le gros problème que on porte, c'est que il y a des énormes inégalités au niveau des responsabilités climatiques, et que plus on est riche, plus on pollue, et que aujourd'hui il y a des actions qui sont efficaces et qui vont toucher déjà en majorité les personnes aisées. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile quand on a 3 SUV d'en éliminer un que quand on a une petite voiture, parce qu'on en dépend toute la journée, de pouvoir l'éliminer. Mais alors, oui, je comprends ce que tu dis. Maintenant, attention, faut pas caricaturer non plus. Je veux dire, on voit beaucoup de gens qui ont des revenus moyens qui roulent en SUV diesel pour faire 10 km le matin et déposer leurs gosses. Enfin, je veux dire, on le voit tous les jours. Et on veut pas caricaturer en disant, je sais pas ce qu'on appelle les riches, mais voilà, enfin, honnêtement, la voiture diesel, Renault, Peugeot ou un autre SUV, c'est monsieur tout le monde aujourd'hui. C'est pas les riches, tu vois. C'est pas les riches qui prennent leur voiture. Quand tu vois le nombre de... Moi, j'habite dans un village. Il y a une rue passante. Et l'école, elle est devant la rue. Les gens qui prennent leur voiture, entre 8h30 et 8h45, c'est le défilé.
les gens, ils font moins de 10 km, tu vois, et ils prennent leur voiture diesel, et c'est pas des riches, tu vois. Demande-leur à ces gens-là de laisser la voiture à la maison et de prendre leur vélo, tu vois. Là, on revient aux infrastructures, je t'en rejoins, tu vois. Et là, Mais effectivement, c'est une demande qui doit être faite, mais après, je pense qu'il y a une partie qui va être liée à l'information, et il y a une ouais, autre partie qui va être liée à la façon dont on fait passer un imaginaire autour de l'écologie, entre guillemets. C'est-à-dire ok, qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié à l'écologie, et il y a beaucoup de réactance sur ce sujet-là, parce que bah, notamment dans les médias, c'est souvent moqué. Là, on a fait passer une vidéo qui a été faite par Greenpeace que bah, j'ai traduite il n'y a pas longtemps, qui, enfin, c'est du Don't Look Up, mais enfin, on a l'impression de vivre dans Black Mirror, quoi. S'ils avaient fait un épisode Don't Look Up, c'était pareil, mm, où on voit, enfin, enfin, ça paraît aberrant, la façon dont 3 journalistes s'attaquent à une militante. Et bah, ça, c'est un peu le gros problème, c'est que on a une énorme réactance partout sur les médias. On n'essaye pas de faire avoir un imaginaire bon de ce qu'on pourrait faire avec l'écologie. C'est-à-dire que on voit tout ce qu'on perd, mais on voit pas tout ce qu'on va gagner. Toutes ces choses-là, par exemple, le simple fait d'avoir la voiture, ça nous a apporté beaucoup. On se dit que c'est une innovation géniale parce que on va plus loin, on va plus vite, etc. Ça nous a fait permis de gagner du temps. Alors que typiquement, on n'a pas gagné beaucoup plus de temps que ça dans nos transports parce qu'en fait, ça a juste éloigné un peu les distances. Et deuxièmement, bah, par exemple, on a perdu en termes de qualité d'air. Donc, c'est-à-dire que bah, il y a littéralement des milliers de personnes qui meurent chaque année, ou en tout cas qui ont une durée de vie réduite à cause des pollutions atmosphériques et des pollutions enfin, globalement dans les villes quand il y a des pics de pollution. Et ça, c'est un problème qui est un peu invisible. C'est-à-dire on va premièrement voir ce qui est directement impactant par rapport à nous, et on va pas voir tous ces problèmes qui vont nous toucher quand même. Et donc on gagne, on perd. En fait, tout ça, c'est juste un arbitrage. À chaque fois, on arbitre ouais, suivant ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Il faudrait juste montrer aux gens bah, que, bah, je sais pas, par exemple, prendre le vélo pour emmener ses enfants à l'école, bah, ça peut être cool. Que il va peut-être falloir changer la façon dont on travaille, ou que soit on devra se lever un peu plus tôt le matin pour aller au boulot, ou que bah, les entreprises devront accepter que les gens commencent un peu plus tard. Enfin, en fait, c'est la société qui doit changer dans son ensemble. Euh, ouais, non mais vas-y, termine. c'est juste que les gens se disent, moi, à mon échelle, c'est impossible, etc. Enfin, toute la société va pas changer, machin. C'est un peu les arguments qui reviennent tout le temps. Donc, Non, mais en fait, moi, là, je te rejoins sur je te rejoins sur deux choses. Je suis désolé, c'est pas une tribune ce que je suis en train de faire, mais moi, je te rejoins sur les moyens mis. Tu vois, par exemple, sur les plans vélo. Je veux dire, quand tu compares avec les budgets mis en place au Danemark, par exemple, c'est un facteur 100. Donc, c'est complètement ridicule. Donc là, je te rejoins à 200%. Maintenant, moi, ce que j'aime et ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que on va avancer beaucoup plus vite avec finalement des actions citoyennes. Alors, je me désolidarise. Je trouve que les actions citoyennes extrêmes n'amènent à rien. Enfin, je veux dire que la dernière fois, quand je vois des gens vider des camions ou des trains de céréales sous couvert de l'action climatique, ça me fout hors de moi. Je trouve ça complètement ridicule. Mais voilà, les actions citoyennes comme ce que tu fais, comme fait Bon Pote, comme fait moi, je vois dans mon village, des gens ont lancé un lieu de coopératif. Enfin, il y a plein d'actions qui font que et qui auront beaucoup plus d'impact que d'attendre que des gens au niveau politique, avec le cynisme qu'on leur connaît, finalement, qu'on n'a rien à faire, ah, mais comme de tu toute dis, tu façon, vois. Tu vois, c'est dans le look-up, c'est ça, c'est que ce soit un journaliste, que ce soit un politique. Je veux dire, le gars, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, de toute façon, dans son quotidien, c'est pour être au pouvoir et rester au pouvoir et être élu. Donc finalement, voilà. Euh, et on a envie de donner plus la parole et d'encourager plus. Et les gens, comme toi, tu fais, tu vois, rien que de faire de l'éducation via l'infographie, a forcément plus d'impact. ah, mais de toute façon, enfin, c'est clair et net que il faut pas attendre des politiques que ils fassent quelque chose. Enfin, là, enfin, ça ne sert absolument à rien tant que la politique, elle reflète juste entre guillemets la société. Nous, on a déjà eu des politiques qui peuvent sortir de fresques ou quoi et qui vont te dire, bah, de toute façon, moi, je suis d'accord avec vous, mais si je veux faire passer ce genre de mesures, les gens seront pas d'accord et vont manifester, etc. Alors déjà, le Ça, premier problème, c'est un faux argument, tu penses? bah, c'est un faux argument. Déjà parce que ça veut dire que D'accord. tu as pas prévu derrière de choses
on va dire, à mettre en place pour pouvoir pallier aux problèmes que tu fais. Donc ça veut dire, c'est toujours un arbitrage et c'est toujours un problème qu'il faut voir dans son ensemble. Il faut regarder ce que tu enlèves, il faut voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pallier à ce problème pendant un moment, à court terme, à long terme, etc. Enfin, bref, c'est des décisions politiques. Autrement, ça reste aussi un courage politique, c'est-à-dire de dire je suis prêt à prendre des décisions qui vont dans l'intérêt des gens, dans leur santé, etc. Parce que quand Ouais. il y aura, enfin, je veux dire, quand il fera plus de 4 degrés, on se posera pas la question de savoir si on a un gouvernement ou pas, parce que quand il fera 50 degrés pendant 2 mois, on aura d'autres questions. Quand la question ce sera la survie, un peu, c'est un peu ça qui m'inquiète moi, c'est de me dire, on se rend pas compte qu'on est en train de poser la question de la survie vis-à-vis du confort. Et le confort, je suis ok. Enfin, moi-même, je vis dans un confort quand même relativement. Je vis en France, donc je suis quand même dans un bon confort. Mais je pense qu'il faut être réaliste, regarder un peu en arrière, prendre du recul et dire voilà, quand je suis un politique, il y a peut-être des décisions que je suis censé prendre. Faut avoir ce courage-là. Après, c'est aussi aux gens en fait de dire qu'ils ont ces envies-là. Moi, je rencontre plein de gens qui disent nous on a envie de changer, mais par contre la politique c'est hyper compliqué parce que en gros ils vont jamais rien changer. Ils se sentent un peu impuissants. Oui, mais là, tu vois, je rejoins un peu ce qu'on vit dans l'entreprise actuellement. C'est je ne fais pas parce que le management ne fait pas. Je ne fais pas dans mon quotidien parce que le politique ne fait pas, tu vois. Et à un moment C'est un donné, dilemme du prisonnier en fait, exactement, très on très revient simple. toujours à... Ouais, Nous, en gros, au niveau de la fresque, quand on fait nos débriefs, etc., on utilise souvent ça qui est quelqu'un qui avait fait un triangle de l'inaction où tu as en fait, à chaque point, tu as l'entreprise, l'État et la population, où en fait d'accord. la population va dire c'est à l'État de faire des mesures contraignantes pour tout le monde et aux entreprises parce qu'elles polluent plus. Les entreprises vont dire ouais mais l'État, moi si je fais des choses plus écologiques, je vais perdre de l'argent, donc c'est à l'État de faire en sorte de faire des règles pour que je sois, je périclite pas. Et c'est aux gens d'acheter aussi mes produits s'ils en veulent. Puis les gens vont dire, enfin l'État va dire ouais mais moi j'ai pas envie d'intervenir sur le marché. Et puis les gens, si je fais des mesures, ils vont manifester. Ce qui fait qu'en fait tout le monde se renvoie un peu la balle sur le problème en disant c'est aux autres d'agir en premier et pas de se dire en fait si on prend un peu de recul, l'État il dépend quand même beaucoup de la population et c'est nous qui les élisons et on a aussi moyen d'avoir une pression en manifestant, en disant on n'est pas d'accord avec ces mesures-là. Et plus globalement dans la société, quand il y a la société change petit à petit sur sur certains thèmes, et la politique se ressent aussi là-dessus. Les entreprises, en fait, elles sont aussi composées de personnes, donc elles vont avoir une influence sur les personnes, mais les personnes vont aussi avoir une influence au sein de l'entreprise. Le fait d'acheter des produits, c'est-à-dire que c'est un tout. C'est pas on se renvoie la balle pour dire les gens doivent faire quelque chose. C'est à chacun de prendre un peu sa part de responsabilité dans la mesure où il peut le faire. C'est-à-dire que si on a les moyens d'acheter des produits peut-être un peu plus chers mais mieux, on le fait. Si on n'en a pas, et on se dit pas moi je peux pas donc je fais rien. On fait en gros ce qu'on peut faire à notre échelle. C'est la question se pose de c'est quoi mon échelle et c'est là que nous en tant que vulgarisateur, etc., on va se positionner à dire voilà les ordres de grandeur, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce qui peut avoir un gros intérêt ou un gros impact et qui reste faisable pour vous, mais qui n'est pas, en gros, qui va pas vous coûter énormément d'argent ou qui va vous coûter de l'argent, mais va vous éliminer un peu de confort, etc., mais va vous permettre d'avoir plus de confort là, va vous permettre d'avoir plus de temps. En fait, c'est un peu tout ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire qu'il faut pas opposer tous les changements, comme notamment un des trucs qui est assez connu, c'est le rapport de Carbone 4 sur faire sa part, qui est de dire, voilà, en fait, il y a une partie qui va être dédiée à la part individuelle, la part collective. En fait, on a souvent tendance à opposer ces deux parts en disant, ouais, mais collectivement, on va faire plus d'impact, mais en fait, c'est tellement difficile que du coup, personne ne fait rien. Mais en fait, non. Le fait que chacun fasse un peu sa part, qu'on contribue au collectif dès qu'on peut, c'est juste ça. En fait, c'est une espèce de philosophie qu'il faut avoir en se disant j'essaye d'aller toujours vers le mieux. Je fais ce que je peux. Chaque jour, j'essaye de faire un peu plus dès que les choses sont plus faciles pour moi.
Et en fait, les choses, c'est un peu un cercle vertueux. Les choses vont se mettre en place pour que ça change. Aujourd'hui, les gens se rendent pas compte, par exemple, à quel point ils ont une influence sur les autres. Moi, je vois, c'est mon cas personnel, mais c'est pareil autour de tout le monde. Déjà, si on regarde au point de vue des jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont euh, plus orientés sur le climat, sur manger moins de viande, etc. Et ça, on se rend pas compte. Mais en fait, quand vous avez dans votre entourage tous vos amis qui mangent plus de viande, bah, c'est beaucoup plus facile d'arrêter parce qu'ils vont vous donner des conseils, ils vont vous soutenir, ils vont dire ah bah ouais, moi j'ai eu du mal là, mais t'inquiète pas. En fait, au bout d'un moment, on s'habitue et on fait même plus attention. Ou des gens, je sais pas, si vous avez dans une ville tout le monde qui commence à se mettre au vélo, bah, les infrastructures vont se mettre dedans. Donc il y a des gens qui vont avoir des facilités pour faire. Bah, par exemple, il y en a, ils vont pas avoir de mal à se mettre au vélo. D'autres plus, bah, ceux qui ont pas de mal, le fait qu'ils s'y mettent, ça va avoir tendance à créer des infrastructures à sécuriser tout ça. Et donc, bah, à la suite, tout va se mettre en place en termes de politique, etc. pour faire ça. Donc le but, c'est d'être toujours dans de la bienveillance, essayer d'aller vers le mieux et de faire bah, à son échelle, de se dire bon ben voilà, moi j'ai pas de difficulté pour faire ça, bah, déjà je vais commencer par là parce que c'est un gros impact et que moi ça me pose pas trop de problèmes. Il y en a, ils vont avoir plus de difficultés sur certaines choses. Globalement, ça va s'équilibrer et à la fin, le but c'est que tout le monde en arrive au même point, mais que on traite déjà la part qu'on peut faire le plus rapidement possible, quoi. Super. Ah, on adore. Alors, on sent que t'es dans la passion. C'est magnifique. Alors, du coup, est-ce que tu peux donner 3 actions concrètes que chacun peut faire pour avoir un réel impact sur le changement climatique, mais à son niveau, tu vois? À son niveau, bah déjà, je dirais décarner son alimentation. Alors, je sais que là, Manger moins de viande. ouais, Ouais. en gros, manger moins de viande. Ouais. Alors, tout le monde va se dire, oh là là, quel amiche, etc. Non, en fait, l'idée, c'est de dire que bah, déjà, un repas végétal, c'est meilleur d'un point de vue santé et aussi d'un point de vue climat. Beaucoup vont avoir du mal à arrêter la viande. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas arrêter d'un coup la viande en vous disant. Parfois, il y en a qui se disent, bah, ok, j'arrête tout d'un coup, et pendant une semaine, ils mangent plus de viande ni rien, ils sont complètement perdus, et ils se disent, bah, c'est impossible, donc je recommence à manger de la viande. Je préfère que quelqu'un me dise, bah, c'est ce que les gens ont tendance à appeler flexitarien, de dire je mange moins de viande. Après, la limite, c'est de dire je mange moins de viande par rapport à quoi et je m'arrête. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, c'est d'essayer de manger de moins en moins de viande. Euh, Autrement, donc c'est un peu une philosophie de dire bon, voilà, je continue d'aller vers le mieux et notamment Non, mais c'est comme tout. C'est-à-dire, voilà, on vous dit pas arrêter de consommer, on dit consommer moins. Mangez pas consommer moins, moins en de fait, viande, consommer de moins c'est en moins. C'est-à-dire de moins en moins. Voilà, c'est en gros, cercle. essayer d'aller vers d'abord Ouais. bah, notamment tout ce qui est viande rouge, l'éliminer en premier, ensuite viande blanche, etc. Après moi, ça a commencé d'un point de vue, enfin moi je suis végétarien, ça a commencé d'un point de vue climat et en fait ça c'est aussi tout ce qui est lié aux conditions de vie animale, etc. C'est un autre sujet, mais Ah oui, ça je c'est un autre pense que sujet ça qu'on peut parle. être. Souvent qui est occulté d'ailleurs. On parle souvent de la vie des gens, les contraintes Mm. sur l'être humain, mais on occulte dans le débat. Et là, je te rejoins sur la partie, ce qu'on pourrait reprocher au gouvernement, on n'a pas parlé, mais tout sur le bien-être animal. C'est un sujet dont on parle peu, en fait, finalement. Mais bon, voilà, parenthèse fermée. Oui, Donc la viande, ça c'est fait, pas on expert range. non plus dedans, donc j'avoue que c'est plus des convictions personnelles qu'autre chose. Oui. Mais Donc la viande, ok, la viande, on range. Excuse-moi, c'est juste pour qu'on puisse avancer sur un autre. autre chose, ben en fait, je dirais tout ce qui est au niveau des transports, typiquement, ce Ok. serait si vous en avez, si par exemple vous faites un voyage loin, ben revoir où est-ce que vous voulez voyager. On a tendance à vouloir aller hyper loin. Moi-même, je devais partir à l'étranger en Australie, et finalement, je suis pas parti. Ben, maintenant, je suis presque content de pas être parti pour les raisons qu'on a évoquées tout au long du truc. En fait, prendre l'avion, ça reste quand même quelque chose d'hyper polluant. Euh, Ok. Par exemple, un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes, 2 tonnes d'équivalent CO2, et c'est en gros l'empreinte carbone qu'on doit atteindre en 2050. Donc ça veut dire qu'en un aller-retour, on a épuisé notre Ouais, empreinte. Donc de on a dire cramé son quota. Ouais. des voyages longs, bah, est-ce que on a vraiment envie d'aller sur un autre continent à ce point-là? Si ça reste quelque chose d'important où on se dit bah on a besoin d'y aller, bah, dans ce cas-là rester quand même relativement longtemps, peut-être de l'ordre de l'année ou voire plus.
Si on veut faire des voyages plus courts, bah, peut-être qu'il faut, dans ce cas-là, privilégier plutôt le train, notamment sur des... Je veux dire, en France, en Europe, etc., on peut faire des vacances géniales. Ça permettrait aussi de redécouvrir le territoire. On parle souvent de, de, de redynamiser le territoire, de redonner de l'emploi aux gens, etc. Bah, tout ce qui est tourisme autour de, par exemple, la France, c'est un regain d'emploi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui serait en plus bénéfique pour la société dans son ensemble, quoi. De prendre soit le train, soit les mobilités plutôt du quotidien, c'est d'aller toujours un peu en dessous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un SUV, diminuer et d'aller, si vous en avez besoin, une voiture électrique. Si vous voulez enlever, mais une voiture électrique, une petite, pas un énorme tank qui va être hyper polluant. On va pas Si vous débattre voulez autour de ça diminuer, aujourd'hui. c'est passer au vélo, au transport en commun. Ouais, voilà, déjà, si vous Ça, avez c'est déjà, si vous avez un voyage, un trajet, évidemment, s'il pleut pas, mais encore c'est un faux sujet, mais si vous avez un trajet entre 5 et 10 km, posez-vous la question. Aujourd'hui, même avec un vélo électrique, on c'est a la largement, possibilité de le faire. Si largement vous faisable. avez, je sais pas, vous travaillez en entreprise et vous devez faire une réunion, est-ce que, par exemple, moi j'habite à Toulouse, je sais que la ligne Toulouse-Paris, c'est, je crois, la plus fréquentée enfin, c'est celle qui est la plus utilisée en Europe, qui pourtant, en fait, se fait en train. Il y a une ligne avec le TGV en passant par Bordeaux qui peut mettre 4 heures. Est-ce que Ouais, le trajet, en je sais, fait, je l'ai fait. enfin, est-ce que ça vaut vraiment le coup de gagner peut-être 1 heure avec l'embarquement, etc., pour, sachant qu'en plus, quand on atterrit dans un aéroport, on est excentré de la ville, Ah, est-ce tu que ça parles vaut de la ligne d'avion Toulouse-Paris? Ouais, ouais, Toulouse-Paris, bah ça donc, c'est le problème. C'est parce qu'il y a Airbus aussi qui est pas loin, et que le train est très le trajet en train est très compliqué. Et c'est vrai que la ligne d'avion Toulouse-Paris est quand même pratique. Et c'est un ouais, des arguments d'ailleurs. C'est un des arguments de ceux qui disent arrêtez avec d'obliger à faire du train quand l'avion il y a moins de 2 heures, parce que c'est vrai que l'avion désenclave aussi un peu certains territoires qui sont en train. Même si le trajet existe, alors, enfin, on sait aujourd'hui, mais ça en revient au après, développement des le fait que les gens infrastructures. utilisent plus le train, ça aussi invite, c'est un signal faible pour les compagnies de dire, voilà, il y a plus de gens qui prennent le train. Ouais, oui, bien Après, il y a sûr. quand même un gros problème là-dessus, c'est au niveau des prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on subventionne pas mal tout ce qui est autour de l'avion. Le problème au niveau du train, c'est que parfois les billets, enfin, je peux aussi comprendre et je le Mmh. conçois que Mmh. quand on a un billet d'avion à 10 euros pour faire un truc qui nous prend 1 heure et qu'on a un billet de train à 120 euros qui nous prend 8 Bah heures, oui. je conçois que les gens, même avec une conscience un peu écolo, alors moi je sais que je le ferai pas, mais je conçois totalement que les gens soient prêts à le faire. Et là, c'est plus de dire, peut-être qu'il faut, dans ce cas-là, changer les choses, de faire en sorte que le train bah, soit plus facilement accessible à une partie de la population et Ok. que l'avion le soit Là, moins. je te coupe, du coup, ouais. On a dit là, que la partie viande, partie transport. Est-ce qu'il y a un autre point qu'on peut actionner tous les jours par Euh, rapport à... Là, tout de suite, je dirais au niveau de tout ce qui est, par exemple, nos utilisations numériques, on a aujourd'hui beaucoup d'utilisations numériques. Je vous invite d'ailleurs à faire la fresque numérique pour en apprendre plus, qui est aussi une fresque comme le climat pour le numérique, et où on apprend essentiellement que le gros problème autour du numérique, c'est tous les terminaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers une explosion des terminaux avec le développement de la 5G, qui va amener de plus en plus de micro-terminaux, qui va créer un problème climatique, mais aussi plus, on va dire, environnemental du point de vue des matières premières, où en fait, Mhm. on va utiliser des matières qui vont être enfin, il y a vraiment une raréfaction des matières premières, et de l'autre côté, on va avoir des utilisations qui sont complètement enfin, déconnectées de la réalité, où on va vouloir avoir nos slips connectés pour rien du tout, en fait. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est de dire, si vous Ouais, voulez en fait, utiliser votre téléphone, vous l'utilisez, je sais pas, 3 à 5 ans au lieu de le changer tous les ans, vous avez un impact environnemental qui est énorme par rapport à supprimer vos emails, par exemple. Là, je le dis par exemple pour des gens qui ont besoin Ouais, d'ordre de ouais. grandeur, c'est bien de supprimer vos emails, mais le fait que vous protégiez votre téléphone et que Vous le typiquement gardez le plus vous longtemps possible. l'utilisez Ouais. jusqu'à ce qu'il marche vraiment plus, ça va avoir un impact beaucoup, Ouais, beaucoup ou plus. le reconditionner, des filières de Ouais. reconditionner, etc. Mais ouais, après, voilà, il faut pas opposer le développement technologique, mais il faut peut-être réserver le développement technologique peut-être à des
des sujets qu'ils nécessitent C'est vraiment ça. que de penser à déployer à grande échelle des solutions technologiques qui sont Mais indispensables, qui sont c'est-à-dire qu'en fait, peut-être on fait de la indispensables, mais diplomatie aujourd'hui, politique mmh, qui est pas du tout ciblée. On développe un truc et après on se dit bon bah quoi est-ce que ça peut servir? Moi par exemple la 5G, dans mon école, mes enseignants ont travaillé sur la 5G, ils ont développé la 5G. Donc quand quand j'essaye de leur dire ça cause des problèmes, on remet un peu aussi en cause 10 ans de bien recherche. sûr, Donc je comprends que ouais, bien sûr. pour eux, c'est des gens qui sont déjà en train de travailler par exemple sur la 6G. Donc moi j'ai des Par contre, amis. tu vois, regarde, euh, je vais me faire un peu l'avocat du encore le je pense à des gens, on leur dit: «OK, voyager moins, plus de télétravail, etc.» On sait aussi qu'aujourd'hui en France, on a encore des zones blanches, tu vois. Et je lisais la dernière fois un article où des gens qui n'avaient pas ni la 4G ni la 3G réussissaient à avoir Internet grâce à Starlink, le réseau de satellites d'Elon Musk. Et aujourd'hui, le gouvernement français a interdit Starlink d'utiliser les fréquences pour protéger les opérateurs français. Mais du coup, les gens qui sont dans des zones blanches en France, on leur dit prenez plus l'avion, prenez plus la voiture. Oui, du coup, je vais me connecter à Internet pour me reconnecter au monde, pour pouvoir bosser, etc. Eux, on leur coupe l'herbe sous pied, ou toi, on leur dit non, pas de 5G parce que ça utilise des matériaux. Enfin, tu vois, à un moment donné, la balance entre les deux, elle est bah, pas facile, quoi. En fait, le truc, c'est que non, je pense à un faux problème dans le sens où la 5G, par exemple, il va falloir développer beaucoup plus d'antennes. Typiquement, le principe, c'est que les gens qui sont dans une zone blanche, ils aient accès à Internet. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même relativement important d'avoir un accès à Internet à l'extérieur. Par contre, on peut totalement... enfin, c'est un problème qui pourrait être réglé depuis des années. Honnêtement, si Mmh, aujourd'hui il y mmh, a mmh. encore des zones blanches, c'est parce que les opérateurs, c'est pas du tout rentable pour eux. Faut pas taper sur le fait que l'innovation technologique les en empêche. C'est plus que c'est une volonté politique de pas mettre l'accent dessus. Si on voulait vraiment que les zones blanches soient reliées à Internet, qu'on permette un point d'accès, etc., ce serait entièrement possible. Mmh. Alors effectivement, il y aurait peut-être des zones qui seraient difficilement accessibles. Après, le problème, c'est typiquement en pleine montagne, est-ce qu'on a besoin d'avoir la 4G dans des zones difficiles d'accès? C'est un peu le problème, c'est-à-dire que ça va concerner Oui, mais beaucoup de gens. encore une fois, toi, tu as ton point de vue de citadin. On peut pas parler à la place des gens qui sont. Tu vois, ok, donnons la parole aux gens qui sont dans les montagnes en disant est-ce que tu as besoin de la 4G? Et après, on verra. C'est pas aux gens qui habitent dans les villes comme nous de dire aux gens. Toi, et c'est un peu le reproche qu'on fait à Bon Pote d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que moi je suis Bon Pote sur Twitter et Bon Pote est attaqué de toutes parts par beaucoup de gens parce que Twitter est un réseau hyper Oui. clivant. Non, mais ça, c'est un sujet, il nous reste pas beaucoup. Enfin, je voulais, malheureusement, voilà, c'est super intéressant, mais je voudrais qu'on aborde aussi un peu le point de vue, voilà, ce que fait Bon Pote, son manifeste et son, mais ça nous fait une bonne transition. Ce qu'on reproche souvent à Bon Pote et à des gens qui poussent, et encore une fois, moi je suis là pour faire pour alimenter le débat. C'est pas mon point de vue personnel, mais je te dis, voilà, ce qu'on vous reproche souvent, c'est de donner, entre guillemets, des leçons en tant que citadin qui avait accès à tout. Donc, c'est facile quand on a accès de dire, non, toi, et après de dire aux autres qui n'ont pas, vous allez vous passer de la voiture, vous allez vous passer de la 5G ou enfin de la 4G. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ces Ah oui, arguments-là oui, ou moi pas? je comprends mais Mmh. je sais totalement que je suis plutôt privilégié sur le fait sur énormément d'aspects de ma vie. C'est un choix en fait que j'ai eu de me passer de certaines choses et le fait que par exemple j'habite en ville me permet de me passer je sais pas de certains trucs et j'ai eu le temps de pouvoir le faire, c'est-à-dire que j'ai pas eu à me poser la question. Et moi, c'est ce que j'aimerais expliquer aux gens et de leur offrir cette possibilité-là, de leur dire, nous, en fait, on essaye de faire en sorte que vous puissiez faire une transition en douceur, parce Mmh. que typiquement, quand on vous dit la voiture à un moment donné, la voiture individuelle, il va falloir s'en passer, c'est parce que n'importe comment, si on continue comme ça, le pétrole, au bout d'un moment, on n'en aura plus, donc il faudra se passer de la voiture, ou on va avoir des problèmes peut-être de matériaux, etc. Donc, inévitablement, à un moment donné, il y a la société dans laquelle on vit, elle n'est pas du tout soutenable. Donc, il va y avoir des changements. La question, c'est est-ce qu'on attend que, par exemple, pour la voiture, le prix de l'essence, il monte à 5 euros le litre, ou est-ce qu'on fait et on se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on n'a plus rien du tout pour fonctionner, ou est-ce qu'on Mmh. fait en sorte d'avoir une transition en douceur? Ce que en général dit Bon Pote, il est relativement là-dessus. En fait, je pense qu'il est assez mal compris. C'est que il est pas du tout à vouloir dire les gens qui sont ruraux, ils doivent abandonner leur voiture. Alors déjà de temps en temps, si il faut le dire. Après,
ça reste, il y a eu un article qui est paru, une série de 5 articles, par exemple, parce qu'on parlait de la voiture, sur le vélo, en disant que globalement, il y a 80% de la population qui est à moins de, je sais plus, 5 km ou 10 km de d'infrastructures indispensables. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Après, il y a toujours des cas particuliers. Ces cas particuliers, il faut qu'ils soient effectivement pris en compte. Mais à ce moment-là, c'est de l'ordre de la politique, et c'est pas en fait d'attaquer le messager ou de dire que le message est mauvais. C'est de dire, en fait, vous peut-être mieux réserver cette énergie pour demander à ce que ces infrastructures soient mises en place. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un qui habite dans un lieu un peu isolé qu'il peut plus avoir sa voiture, en fait, c'est de l'aider à faire en sorte de pouvoir s'en passer. Parce qu'en fait, les gens, je pense que la plupart des gens, c'est pas qu'ils s'en foutent d'avoir une voiture, mais ils l'ont parce qu'ils ont pas le choix. La société aujourd'hui impose d'avoir une voiture sur plein de sujets. Mais il y a des gens, s'ils pouvaient s'en passer, ils le feraient. Et je veux dire, une voiture, ça coûte hyper cher en termes d'entretien, en termes d'assurance, etc. Ça, en moins sur un budget, je pense qu'il y a des gens qui seraient ravis de pas l'avoir. Mais le problème, c'est que c'est effectivement parfois plus difficile pour certains que pour d'autres. Moi, par exemple, c'est plus simple. Je m'en suis passé et je me dis que je fais aussi ma part pour des personnes qui n'en ont pas la possibilité. Mais de toute façon, il va falloir faire ce changement. Le but, c'est de les accompagner. Il est parfois un peu véhément sur la façon de le dire, mais c'est parce que... Non, mais on voit aussi la véhémence des gens qui... Enfin, je veux dire, on attaque, comme tu dis, on attaque la véhémence des attaques sur le messager. Enfin, aujourd'hui, c'était quand même assez risible. On le soupçonne d'habiter à Dubaï et de donner des sons, d'avoir... Il y a même des gens qui étaient dire qu'il avait une agence de quad dans le désert. Enfin, non, mais ça, c'était honnêtement, blague, il y a un clivage dans la société aujourd'hui qui est... Enfin, la bataille n'est pas gagnée, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non, la bataille n'est pas gagnée, mais lui, ça fait très longtemps qu'il fait ça. Et bon, je pense que... moi, en fait, c'est aussi de l'extérieur que je vois. Je me dis, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une personne derrière l'écran, de se faire attaquer comme ça. Je pense que ça doit être difficile. Mais en attendant, il le fait parce qu'il estime que le jeu en vaut la chandelle pour tout le monde. Après, je pense que de ce côté-là, il y a un gros problème au niveau des réseaux sociaux, la façon de faire passer le message. C'est la même chose pour moi. Par exemple, je sais pas si la façon dont on fait véhiculer les messages avec les infographies, etc., est la façon la plus pertinente. C'est toujours la question. Il y aura toujours une partie des personnes qui sera pas d'accord avec le sujet, parce qu'au fond, ça fait mal de se rendre compte de ça. On est en colère, on n'a pas envie de l'entendre parce que c'est quand même un message qui est difficile. Et je pense qu'il faut pas le refouler, le fait que, par exemple, le climat va mal, etc. C'est un message qui est sain. Il faut l'accepter. Il y a des gens qui vont avoir plus de temps et besoin de temps pour l'accepter, donc ils vont commencer par être un peu en colère, à vouloir le refuser, etc. Il y a une partie des gens qui vont devoir un peu prendre les coups pour ces gens-là, et le temps qu'ils fassent un peu une transition. Aujourd'hui, il faut se rendre compte quand même que, par exemple, la climato-sceptique, ça existe quasiment plus, alors qu'il y a, on regarde des reportages d'il y a quelques années, c'était quelque chose qui était encore presque commun dans la société. Donc les choses, elles évoluent, mais lentement, et peut-être que dans 30 ans, on trouvera ça ridicule, de plein de choses qu'on est en train de demander aujourd'hui, mais malheureusement, on est en plein dedans, donc il faut attendre. En tout cas, il y a quand même un engouement autour de ce que vous faites, ce que tu peux t'inclure dans le coopératif Bon Pote. Je suis sur Tipeee là actuellement, collecté par mois, on est quand même atteint des sommes qui sont assez... On a 8000 joueurs, 8000 euros de collectés en tips par mois, c'est pas négligeable. Je veux dire, après... Ok, j'imagine qu'il faut payer. Voilà, c'est tout un processus qu'il faut mettre en place si on veut avoir de la voix si les créateurs de contenu veulent être entendus. En fait, ça, les gens ont du mal à comprendre, c'est que déjà, ça a un coût en temps, en énergie, en moyens. Si on veut avoir ces moyens-là, il faut accepter qu'il y ait un écosystème qui se. On en avait discuté aussi avec le Réveilleur. Hein, c'est un gros problème des indépendants en fait qui essayent de faire ça, mais c'est avec tous les journaux. Qui essayent de survivre sans dépendre de la pub ou de financement d'entreprises, etc., pour être indépendant, c'est hyper complexe. Aujourd'hui, il y a
Enfin, vraiment, si vous voulez soutenir, parce que vous en avez la possibilité, bah, soutenez un média indépendant parce que c'est juste énorme, vous vous rendez pas compte. Enfin, ça reste hyper précaire comme situation, donc bon, non, mon pote a pu un peu se stabiliser, etc. Moi, c'est aussi pour ça que je l'ai aidé, c'est-à-dire que j'avais pas les moyens de pouvoir l'aider financièrement. Je considérais que c'était quelque chose de sain à faire, donc bah, je l'ai aidé d'une autre façon via les infographies en fait. Mais d'une certaine façon, il faut arriver à faire porter ce message, ne serait-ce que en parler à vos amis, à partager l'information, etc. Ça reste quelque chose d'indispensable pour la survie de médias, parce que bah, y a des gens qui auront la possibilité, une fois qu'ils auront découvert ça, de pouvoir soutenir certains médias. Je sais pas, je pense à Blast par exemple, qui fait un travail génial sur ces sujets-là. Et en plus, du point de vue des médias, c'est hyper compliqué de demander de l'argent aux personnes qui les regardent, parce qu'on a toujours envie de se dire, bah, je fais ça un peu par plaisir, entre guillemets, enfin, parce que c'est important, mais bon, on reste quand même dans une société où il faut de l'argent, donc il faut manger à la fin de la journée, et on est obligé enfin, ils sont obligés de demander de l'argent, mais ça reste quelque chose de effectivement précaire. Après, il y a de plus en plus de gens effectivement qui s'y mettent. Là, moi, je vois quand je suis allé quand je suis arrivé avec mon pote sur Instagram, il avait, je crois, 3 ou 4 000 abonnés. Maintenant, il doit être à, je sais pas, 60 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un peu exponentiel. En fait, ça met du temps au début. Maintenant, ça commence à un peu plus s'installer. Après, il y a plein d'autres, Est-ce médias que ça, indépendants qui ont. est-ce que ça influence le. Bon, mon pote, il a son style, c'est très virulent. À un moment donné, moi, je m'étais abonné parce que sur Twitter, je m'étais abonné, je trouvais son style, c'était trop, un peu trop cash, donneur de leçons et agressif. Ça a changé, je me suis réintéressé à ce qu'il fait, peut-être aussi parce que moi, j'ai parlé avec plusieurs créateurs de contenu, les choses changent. Mais est-ce que justement, le fait qu'il ait plus d'abonnés, ou même toi, est-ce que vous sentez ça par rapport au message porté, à la façon de le dire ou des choses comme ça, est-ce que ça vous influence ou pas? Ou est-ce que ça a changé la façon de voir les choses? Je sais pas, de son point de vue, Enfin, tu faudrait peux lui pas parler à sa place, demander. mais Ouais, voilà. voilà, Moi, de ton point de vue. je pense que le fait d'avoir, enfin, en fait, le message a pas tant changé que ça. Enfin, moi, j'en avais déjà parlé un peu avec lui. Il m'avait dit que de toute façon, c'était un peu sa façon d'être par certains côtés. Moi, je pense que c'est indispensable d'avoir ça en fait, il faut qu'il y ait une multiplicité de façons de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui ça va peut-être pas convenir, il y en a qui vont le trouver trop cash ou pour X ou Y raison. En fait, c'est un peu la même chose qui s'était passé avec Jean Covici sur LinkedIn. De temps en temps, il mettait des commentaires. Donc, c'était un peu les gens allaient voir le commentaire parce que ça faisait plaisir de voir ça parfois, de se dire il y a un peu le justicier de LinkedIn, du greenwashing. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'y mettre, à alerter, etc. Et bah, je trouve ça génial parce qu'en fait, on va avoir des formes diverses d'alerte. Il y a des gens qui vont soutenir certaines formes, d'autres qui vont être plus sensibles à d'autres formes. Je pense qu'il faut multiplier tout ça parce que, in fine, ça va porter ses fruits et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se mettre d'accord avec Enfin, en fait, le but, c'est juste de faire porter un sujet. Donc, peu importe la forme, s'il y en a qui sont plus sensibles à une qu'à l'autre, bah, l'important, c'est que à la fin, on arrive à dire, bah voilà, là, il y a un problème. Aujourd'hui, enfin, moi je le vois sur LinkedIn, il y a une entreprise qui fait un peu de greenwashing, elle se fait allumer par je sais pas, Réveil écologique, Bon Pote, enfin, il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à mettre des commentaires, même des gens juste comme ça, qui vont commencer à alerter, à dire, bah voilà, là il y a un problème, est-ce que vous vous rendez compte des ordres de grandeur les gens sont de plus en plus formés à ça, donc ils vont direct répondre, ils vont avoir les éléments de langage, ils vont avoir les ordres de grandeur en tête, et ils vont dire, voilà, là vous avez un problème, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et de plus en plus, soit ça supprime des posts, soit ça sait pas comment faire, soit ça discute en privé, c'est ce qui se passe souvent avec des influenceurs sur Instagram, ça discute en privé, ça se rend compte de tout ça, et ça change. Il y a des choses qui changent petit à petit, et peut-être que les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte, mais enfin, il y a des gens qui changent littéralement parce qu'on leur a dit, ben voilà, calmement, simplement, ce que vous faites, il y a un problème.
visiblement, il faudrait plutôt faire comme ça. Je vous invite à vous renseigner, les gens se renseignent, et en fait, au fur et à mesure, ils changent d'avis, et puis ils évoluent, quoi. Et plus il y aura de poids, plus les C'est ça. politiques vont prendre en compte ce poids. Et du coup, voilà, c'est toujours comme ça que ça marche. La politique, elle suit les Et tendances. Donc, voilà, il faut prendre ça en tant que cercle vicieux, et avoir un peu d'espoir sur le fait que pas ça cercle va vicieux, changer, parce que cercle sinon, vertueux. oui, un cercle vertueux, Cercle. pardon. Ah là là, le lapsus. Ah, le lapsus. Non, mais je pense qu'il faut avoir Bon, vraiment de on se quitte là-dessus. Non, il faut avoir de l'espoir sur tout ça, parce que sinon, on s'en sort jamais. Bien sûr. Je sais que c'est difficile, et notamment un des sujets, tout ce qui est autour de l'éco-anxiété, solastagie, etc., qui serait intéressant de discuter, mais qui montre que il y a un vrai problème là-dessus, et notamment au niveau des jeunes. Et moi, j'invite tous les gens qui ont qui se sentent un peu seuls, qui ont de l'anxiété, etc., vis-à-vis de ça, de s'investir, d'agir, etc., de s'informer le plus possible, et de pas rester seul, surtout parce que ça reste quand même assez difficile à vivre, mais plus on est nombreux, plus ce sera facile à vivre, en fait. Plus vous en parlez autour de vous, plus ce sera... Ouais. Écoute, j'adore c'est un beau message de fin. On est déjà 1h10. C'était vraiment super intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses en termes de documentation à aller voir, etc. Donc, c'est ta minute. Tu peux faire la promo de ce que tu veux. Dis-nous un petit peu. Fais ta promo. C'est ta minute. Tu fais passer le message que tu veux. Je vais en profiter. Moi, j'ai pas vraiment de grosses promos à faire, parce que je fais, si ça vous intéresse, des infographies et des conférences sur le sujet. Je peux animer des fresques du climat, etc., en entreprise. Je pense que je vais en profiter surtout pour vous inviter à aller vous renseigner, à en faire des fresques du climat, même en tant que personne dans juste l'association, à vous abonner à Bon Pote, parce que ça me paraît être un média utile en ces temps un peu incertains. Mais après, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, à vous former le maximum possible, et à harceler tous vos proches sur le sujet, parce que je vous garantis que ça marche au fur et à mesure. Ils en peuvent plus, mais ils se renseignent sur le sujet. Ok, c'est super. Merci Sydney pour ton temps. Super énergie, Avec super grand plaisir. passion. Et puis, je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'échanger de nouveau. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. Le lien du post LinkedIn est dans la description si vous voulez échanger sur le sujet. Et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine.